Les Congolais vont aller voter pour la 4e fois l'année prochaine, en 2023. La convocation du corps électoral devra se faire incessamment par la CENI. Ce sera donc une nouvelle fois que l'opinion nationale va transférer la légitimité à de nouveaux représentants du peuple. Mais jusque-là, aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo n'a été dirigée que par 2 partis politiques supposés être les grands partis en République démocratique du Congo. Mais à chaque élection et à cette crise de légitimité, les Congolais aspirent déjà d'emblée à une nouvelle alternance. Pourquoi ne pas penser élection avec des jeunes partis politiques, avec une nouvelle alternative, notamment de personnes qui présentent encore du jus en eux, des jeunes notamment. On en parle dans ce numéro de Version Croisée. Bienvenue à vous, madame, monsieur. 2 invités sur ce plateau. John Omombo, président national d'un parti politique. Certainement, vous l'avez vu en tant que journaliste, mais ça fait 4 années qu'il est à la tête d'un parti politique, les Forces Socialistes et Progressistes, FSP en sigle. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Juste une petite rectification. C'est en fait Force Socialiste Progressiste. Pas Ce n'est pas et progressiste. D'accord, ça c'est très important. Force Merci Socialiste Progressiste. Alors j'ai lu, votre parti existe déjà, ça fait 4 années. Tout à fait. Et ça veut dire que ça fait 4 années que vous n'exercez plus le travail, le métier de journaliste. Je suis journaliste passif. Je reste journaliste à vie. Ça veut dire quoi, journaliste passif? Ça veut dire que l'université m'a conféré ce diplôme. J'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre le journalisme politique. Et je reste journaliste. C'est injuste ce débat auquel nous assistons. Il faudra faire la part des choses entre vous qui êtes actifs, engagés dans les médias, et nous qui avons ces diplômes nous conférés par l'université. On peut être des éditorialistes, on peut être des journalistes passifs. Comment parlez-vous des politiques qui sont patrons des médias? Ils font partie de la presse. Et donc, j'estime que c'est injuste qu'on voie des professeurs d'université. J'ai pas vu des politiques ici être patrons des médias. Il y a des politiques, je vais pas en parler. Moi-même, je suis depuis plus de 20 ans journaliste. C'est pas à moi que vous allez apprendre ça. Je vais pas tomber comment je dirais, je vais pas tomber dans le piège de citer les noms des gens. J'ai œuvré principalement dans les médias privés et la plupart des patrons des médias privés sont des politiques. Ils font partie de la presse. Mais ils restent patrons des médias, mais ils n'exercent pas le métier de journaliste. Ce sont les membres de presse, ils sont passifs. Vous êtes des journalistes actifs. Nous devons faire la part des choses. Je pense que c'est un débat que nous allons lancer entre la différence entre les autorités de la presse, les auxiliaires de la presse, les journalistes qui sont aussi les membres de la presse, les journalistes actifs, mais aussi les journalistes passifs. Moi, John Omombo, je reste journaliste passif parce que je ne suis pas reporter ni présentateur d'une émission. Rechercher les informations, mais je peux être appelé à réfléchir comme journaliste. J'ai ce diplôme, j'ai un diplôme de l'IFACI que j'ai eu en journalisme politique extérieur. Je suis journaliste de formation. Le diplôme vous a peut-être aidé à avoir une connaissance en politique qui vous aide notamment en tant que politicien. Mon cher ami, ça c'est peut-être un débat qu'on aura une autre fois. Mon cher ami, un juriste reste juriste jusqu'à sa mort. Le diplôme que l'université m'a conféré, c'est celui-là. Donc, vous n'allez pas le changer. Et je pense que c'est un débat objectif. Je ne suis pas un reporter, je ne suis pas présentateur d'une émission ni d'un journal télévisé, mais je peux être un éditorialiste. Un éditorialiste, ce n'est pas nécessairement un journaliste actif. C'est-à-dire que quand je parle d'un journaliste actif, c'est celui-là qui va, par exemple, dans un reportage, et ce qu'il fait lui exige une certaine neutralité. Mais ici, je peux être dans la subjectivité lorsque je dois émettre une réflexion comme éditorialiste. Alors on va parler des forces socialistes progressistes. Vous avez lancé au cours de cette année toute une vaste opération d'implantation sur toute l'étendue du territoire national de ce parti politique. Mais on aimerait savoir, vous êtes de l'opposition ou pro-pouvoir un tout petit peu? Je ne vais pas, au fait, par essence, lorsqu'on crée un parti politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que nous devons aller à la conquête de la base. Je pense que le moment viendra où nous allons nous définir en termes d'alliance politique. C'est là que peut-être nous allons dire si nous sommes
de la majorité ou de l'opposition. Parce que je pense que la majorité ou l'opposition, ça se dessine. N'est-ce pas une posture opportuniste là? Attendre, yeter un peu, peut-être le mouvement pour se jeter à l'eau au moment opportun. Ça, c'est trop dur. J'aurais bien voulu que ça vienne d'un co-débatteur. Ce n'est pas à vous de dire que nous sommes opportunistes et non. Moi, je pose des questions simplement. Non, non. Ouais. Nous pensons que pour l'instant, parce que par rapport à la réalité politique de notre pays, à l'environnement politique de notre pays, généralement, lorsque vous dites que je suis dans l'opposition, on vous colle directement à telle ou telle personnalité qui nous aurait précédé dans le champ de la politique au Congo. Nous pensons que nous voulons faire la politique autrement, et en faisant la politique autrement, il serait hasardeux, risqué pour nous de porter la tâche de celui ou celle qui nous a précédés. Nous préférons d'abord aller à la conquête de la base, et après avoir conquis la base, si nous avons véritablement de l'ancrage, nous pouvons maintenant nous définir, faire des alliances et voir avec qui nous pouvons aller peut-être aux élections. Voilà, parce qu'il est clair, je termine, que lorsqu'il faut tenir compte des principes démocratiques dans ce pays, pour gagner des élections, la tradition nous renseigne qu'il faut passer par des alliances. La question de l'alliance est bien je reviendrai vers vous, on va longuement épiloguer sur d'autres sujets en rapport avec le parti, notamment aussi avec le sujet en question. Alors, en face de John Omombo, Alain Bolodjoa, il n'est presque plus à présenter, mais là, il revient depuis un certain temps sous une autre casquette, celle de président d'un parti politique, le BAT. Quand moi j'entends le BAT pour les étudiants, ça dit beaucoup de choses, mais les BAT, ça veut dire levons-nous et bâtissons, justement. Alors c'est un parti politique récent. Vous êtes de l'opposition ou du pouvoir? J'espère que vous aurez quand même une réponse directe par rapport à M. Omombo. Je ne vais pas prendre la posture de notre ami. D'abord, merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue mon co-débatteur ainsi que tous ceux qui nous suivent. Merci. Les BAT, c'est un parti de l'opposition. D'ailleurs, dans le sens de parti politique, lorsqu'on crée un parti, c'est justement par rapport à un diagnostic que l'on fait. Et si déjà on n'est pas d'accord sur ce qui s'est fait, on est dans une posture de l'opposition. Et lorsqu'on crée le parti commence d'abord à être membre de l'opposition. Et les alliances peuvent se faire, mais jusque-là, nous sommes dans l'opposition, justement parce que nous avons créé ces partis dans l'idée de corriger les imperfections de ceux qui sont au pouvoir. Nous constatons qu'il y a beaucoup de maladresses en termes de gouvernance. Il n'y a pas une cohérence en termes d'idées. Ils n'ont pas pu présenter un algorithme essentiel pour résoudre le problème congolais. Ils ont accédé au pouvoir par de voies scabreuses. Et bref, nous sommes là justement pour nous opposer contre ces régimes de la honte qui n'arrivent pas à résoudre le problème. Vous êtes là pour améliorer les choses, vous l'avez dit. Ils ont accédé au pouvoir par des voies scabreuses. C'est toujours cette même population, des millions de personnes qui font cet exercice d'aller aux urnes pour espérer un changement, pour élire des nouveaux représentants. Vous remettez en doute cette élection. Par moment même, cette population se pose la question pourquoi on va voter, mais nous irons quand même aux élections l'année prochaine si la CENI la convoque tout de même. Alors, le BAT, en tant que parti politique, quel diagnostic il a fait exactement? Bon, vous allez peut-être vous rendre compte, je suis de ceux qui étaient qualifiés des générations sacrifiées. Je suis né en 1977, j'ai fait mes études, et on voulait justement nous faire croire que nous étions une génération sacrifiée. Et là, lorsque nous voyons les éléments sur le terrain ou le paramètre d'appréciation, nous nous rendons effectivement compte que tout a été fait pour nous sacrifier. Et ce n'est pas seulement nous, même les jeunes qui viennent après. Il suffit de voir la courbe en termes de l'offre de l'emploi. On n'en a pas créé assez. En 1960, on avait beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on en a moins. En termes de taux de scolarisation, aujourd'hui, effectivement, nous voyons qu'il y a une nette amélioration. Mais fort malheureusement... Depuis longtemps, en tout cas, avec la gratuité aussi. Bien évidemment, depuis... Le nombre a atteint des sommets. Effectivement, depuis 2002.
il y a une nette amélioration. Mais fort malheureusement, ils n'ont pas su récupérer cette jeunesse qui n'a pas pu suivre le cursus normal. Parce qu'on n'a pas mis l'accent sur la formation non formée. Vous prenez en termes de route. Nous avons trouvé plus de 150 000 km de route. Et jusque-là, on n'a même pas atteint 5%. En termes de desserte en eau potable, on n'a même pas touché 20%. En termes d'électricité, desserte en électricité. En termes de la sécurité. Bref, rien ne s'améliore. C'est vrai, ceux qui sont au pouvoir ont tendance à nous présenter un tableau assez clair. Et pourtant, nous qui vivons dans la société, nous savons qu'effectivement, il n'y a pas assez d'amélioration. Parce qu'au même moment qu'eux prétendent poser des actions, il y a des pesanteurs et il y a des variables qui réduisent, qui épongent ce qu'eux appellent comme amélioration. Si vous créez 500 emplois en 10 ans, sachez-le très bien qu'il y a 30 millions de personnes qui se sont ajoutées. Entre-temps. Entre-temps. Parce que le taux de croissance démographique ne dépend pas de ceux de ceux qui sont au pouvoir. Bref, nous qui vivons le méfait de la mauvaise gouvernance, nous constatons qu'effectivement, il y a un problème. Mais ces problèmes-là peuvent être résolus à condition de mettre d'abord sur pied un algorithme à même de résoudre le problème de manière structurelle. Le fait seulement qu'il y a des politiques qui ne sont pas cohérentes, cela justifie dans une large mesure la cristallisation du problème et l'insuffisance en termes de moyens. Et nous voulons apporter cette alternative avec un algorithme assez essentiel à même non seulement de résoudre le problème dans le court terme, mais surtout dans le long terme, parce que nous savons que nous avons tous les atouts essentiels pour résoudre le problème congolais. Fort malheureusement, plus nous évoluons en termes de timing, en termes de temps, plus la situation se dégrade et plus il y a une catégorie de Congolais qui considèrent que les choses vont bien parce qu'ils sont en mesure aujourd'hui de se créer des richesses, de souffrir d'une obésité financière au détriment de la majorité de la population. Alain Bolojua, je me suis renseigné un tout petit peu sur vous, sur vos analyses, et vous êtes trop apprécié en tout cas de l'autre côté, en Europe particulièrement, par la diaspora. Vos analyses sont souvent très bien appréciées. J'ai eu le temps de poser quelques questions aux gens. Les Congolais sont à la recherche d'une alternative, d'une nouvelle alternance. En tout cas, nous avons deux partis politiques qui vont certainement s'entrechoquer ici ou peut-être interchanger des idées sur le fonctionnement, sur les nouvelles propositions, sur l'offre qu'elles vont mettre sur la table afin de donner un meilleur avenir aux Congolais. Je commence avec vous, Monsieur John Omombo. Le parti politique, c'est vrai, ce sont les idées. Monsieur Bolojua a très bien déballé ses analyses ici. C'est philosophico-informatique à l'intérieur avec les algorithmes. C'est vrai, c'est ça aussi l'idéologie, mais c'est aussi l'argent, n'est-ce pas? Alors, ça fait 4 années que vous existez. Comment fonctionnez-vous? Avec quel argent? On commence avec les questions basiques d'abord de création et de fonctionnement d'un parti politique. Très, très bien. Une très bonne chose. Ça me rappelle quand j'ai animé ma conférence de presse sur la question du processus électoral. Et cette question est revenue à 4 reprises pour savoir d'où je vais trouver de l'argent pour faire fonctionner le parti. Qui est derrière moi? D'abord, ouais. C'est ça la question. J'allais en tout cas la poser comme justement, ça la question. Qui est derrière moi? C'est le peuple congolais qui est derrière moi. Aïe. Le peuple, comme venait de le dire mon collègue en face, Bolojua, le peuple est fatigué. Vous connaissez ce qui se passe dans ce pays depuis des générations. Je pense qu'il faut une réponse, il faut un changement, il faut une nouvelle approche, il faut une nouvelle couleur, il faut un nouveau chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon parti, nous sommes plus de 80 millions de Congolais dans ce pays. Et si je peux avoir rien que 1 million d'habitants, enfin d'adhérents dans mon parti, je peux m'organiser. Je n'ai pas nécessairement besoin des gens derrière moi. Vous savez que de par sa nature, un parti politique est d'abord une association. Exact. Voilà. Et cette association, on peut s'organiser. L'association vit d'abord des cotisations. Des cotisations. Moi, je vous donne un cas typique. J'ai 1 million d'adhérents. Je demande à mes adhérents
de me donner rien que 4 000 francs congolais, qui représentent 2 $ à la fin du mois, je ne vois pas les gens qui aspirent au changement refuser de donner cette cotisation. Automatiquement, j'ai mes 2 millions de dollars de fonctionnement pour faire avancer le parti. Théoriquement, un parti, non, mais les gens sont disposés. Les gens sont disposés, ils donnent plus que ça. Les gens donnent plus que ça. Un parti vit aussi des aides. Il y a des membres d'honneur, il y a des personnes de bonne volonté qui voient en nous l'incarnation du changement et qui peuvent aussi apporter des aides qui soient conformes à la loi. On ne peut pas refuser ce genre d'aide. Des gens qui aspirent à nos idées, à notre philosophie, à notre vision. Même vous, vous pouvez, parce que vous êtes apolitique, vous êtes journaliste, mais si vous trouvez que les idées que nous présentons sont des bonnes idées pour apporter un changement, parce que nous n'avons que ce pays pour vivre, je pense que vous n'hésiterez pas à nous donner 2 $, 2 $ seulement le mois. Et si vous êtes 1 million, nous avons un fonctionnement de 2 millions de dollars le mois, 24 millions l'an. Je pense qu'on peut avoir suffisamment de moyens pour faire fonctionner notre parti. On n'a pas nécessairement, nous ne sommes pas au pouvoir, on n'a pas nécessairement besoin des moyens de l'État. Alors, je voudrais préciser, vous dites que votre parti vit jusqu'à ce jour grâce à des cotisations de ses membres. Il y a à peu près 1 million d'adhérents. Non, je vous ai donné théoriquement une réflexion. C'est oui, une réflexion. Mais concrètement, comment votre parti vit, oui. Vous pouvez vous organiser. C'est ça que je dis. Moi, je travaille. On a des membres fondateurs qui travaillent. Nous avons des adhérents maintenant, des grands cadres qui travaillent. Lorsque nous avons, par exemple, une activité ou quoi, on s'organise d'abord. Le voyage de 1000 km commence par un pas. Je ne suis pas pessimiste. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous accompagner, qui peuvent nous trouver des aides. Parce que nous voulons, excusez-moi d'étaler notre stratégie ici, nous faisons vivre notre parti comme une organisation non gouvernementale. Parce que nous sommes une association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours de la promesse ne tient plus. Il faut un discours de l'action. Et le discours de l'action, nous voulons le construire à partir des petits projets, des micro-projets à la base. C'est-à-dire que même nos potentiels candidats, nous allons les accompagner avec des micro-projets. Et pour ça, nous devons avoir des projets bien élaborés, bien conçus, et nous pouvons rechercher des partenaires qui peuvent nous soutenir, nous accompagner justement dans l'exécution, la réalisation de ces petits projets sociaux. Je vous donne un cas. Oui. Moi, j'aime vraiment des exemples pédagogiques. Vous avez aujourd'hui, même dans le temps passé, ceux qui ont l'avantage d'utiliser les moyens de l'État, qui peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent remplir le stade. Mais prenez l'argent, j'apprends, il semble que les gens qui viennent dans les manifestations, on leur donne jusqu'à hauteur de 5 $. C'est 10 000 francs congolais. Et vous avez par exemple 3 000 personnes qui viennent dans une manifestation, vous ne sentirez pas que vous avez investi 15 000 $ pour donner à ces gens-là. Et ils vont immédiatement prendre un petit verre, on va oublier, on ne va pas sentir. Mais prenez les 15 000 $. Vous avez, après l'aéroport d'Ndjili, je termine, c'est une bonne idée. Après l'aéroport d'Ndjili, toute cette zone-là n'est pas desservie par la société qui nous fournit de l'eau potable. La Régie des eaux. Alors, prenez combien de forages vous pouvez faire avec 15 000 $, même 2-3, ça va soulager la population. Avec 15 000 $, combien de cabines d'électricité de la SNEL vous pouvez réhabiliter et aider les gens qui sont dans un quartier. Les élections générales prochaines, de l'année prochaine, c'est comme ça qu'un parti doit vivre. Il ne faut pas utiliser les moyens de l'État pour faire des plans. On n'a pas besoin de plans. Jusque-là, vous êtes dans l'énoncé de quelques théories. Vous n'avez pas dit concrètement si votre parti vivait vraiment de ça. C'est vous qui concluez comme ça. Je vous ai dit qu'un parti vit d'abord des cotisations. Attendez. Ouais. Bon, d'accord. Je vais reformuler ma question. Que ça coûte. L'année prochaine, il vous faudra affronter les élections générales. Elles sont nationales. Non. Vous avez tiré une conclusion à laquelle je ne suis pas. Vous allez corriger la conclusion en tout cas. Vous donnerez le cas. Non, mais parce que vous passez à une autre question. C'est la même question. Non, ce n'est pas la. Mais si c'est la même question, laissez-moi répondre. Allez-y. Merci beaucoup. Alain Bolodja connaît ce que ça coûte. Faire un parti politique, ne fût-ce que les conditions pour avoir tous les documents, ça coûte. Nous avons pris 2 ans où nous nous sommes cotisés parce que nous voulons un changement pour ce pays. Il faut d'abord qu'on se montre responsable avant d'aller rechercher des partenaires. Même dans le fonctionnement des organisations non gouvernementales de développement, les ONGD, il faut d'abord faire le premier pas pour que les partenaires vous accompagnent. Nous avons fondé ce parti.
je suis capable, je vis quand même le minimum qu'il faut. Je peux trouver un peu de carburant pour moi, pour mes enfants. Je sais quand même faire des petites économies et constituer une petite caisse. Nous sommes nombreux qui aimons le changement dans ce pays. Donc, il ne faut pas nous auto-censurer, il ne faut pas nous dépouiller de notre capacité d'action, de notre autonomie à pouvoir trouver des petits moyens. Parce que quand vous dites que je n'ai pas dit concrètement comment nous avons trouvé des moyens, ça me choque. Comment vous trouvez les moyens tous les jours? Pourquoi vous ne voyez que l'ombre des gens? Pourquoi vous pensez qu'il n'y a que les autres qui peuvent avoir le monopole de l'argent et nous ne pouvons pas faire travail? Moi, je suis journaliste depuis 20 ans. Je suis chargé de communication dans une structure qui est para-étatique, où je travaille. J'ai une agence de communication, je sais quand même me battre. Je peux quand même trouver un $100, un $10 pour ne fût-ce que payer le carburant. Donc tout tourne autour de vous jusque-là. D'abord, ce sont les cotisations. Ne me voyez pas moi, c'est tout un collège. On va revenir maintenant pour parler des élections. Je pose les mêmes questions à Alain Bolodjoa, qui est, je l'ai dit, très bien apprécié à l'extérieur du moi, pays. Je ne suis pas apprécié apparemment parce que vous revenez toujours sur ça. L'appréciation ne vient que de l'extérieur. Je ne sais pas. Peut-être que je dois me renseigner aussi sur les forces socialistes progressistes. Ouais. Créer un parti politique demande beaucoup de moyens, en tout cas. Les BAT, vous avez dit, est en processus de création. Vous n'avez pas encore terminé, alors que les élections, c'est dans quelques temps. Elles sont générales. Je voulais poser cette question à M. Mombo, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc, il faut, si vous voulez, peut-être avoir de représentants un peu partout au sein de notre nation. Il faut déléguer, déployer les gens. Mais jusqu'à ce jour, vous avez fait beaucoup de moins dans le processus de création. Est-ce que vous serez prêt pour les élections, vous qui voulez incarner les changements? Bon, en tout cas, j'ai aimé l'approche telle que développée par notre frère, notre ami. Il a voulu justement vous dire que nous devons éviter de donner l'impression comme si ceux qui sont détenteurs de fonds publics ont le monopole de créer les partis politiques. Voilà. Voyez-vous? Parce que par moments, ça donne l'impression comme si nous autres qui n'avons pas assumé de fonction, qui n'avons pas le droit à la signature, nous n'avons pas aussi le droit de créer les partis politiques. Et pourtant, dans la plupart des cas, ceux qui ont géré devraient en principe être en prison. Parce que ce n'est pas normal de voir qu'aujourd'hui au Congo, pour créer un parti, on doit se poser la question qui est derrière vous. Non, le parti politique, comme il a si bien dit, ce sont des associations. Et tout le monde a le droit d'adhérer ou de créer un parti politique. C'est un droit consacré. Et en réalité, il faut que le parti devienne démocratique. Qui dit démocratie veut dire la majorité doit décider en dernier ressort. Alors, comment voulez-vous avoir des partis du type autorité morale ou dite morale, des gens qui ont assumé de fonctions, on peut citer des noms, qui ont créé leur parti, et dont le parti est créé à l'image de la personne. Et pourtant, déjà au niveau de la loi voudrait assez qu'il y ait minimum 26 signatures, représentant les 26 provinces. On peut avoir 57, 60, même 200 personnes qui créent le parti. Et dans les statuts, en ce qui concerne les ressources, on voudrait assez que, d'abord, que le premier cotisant soit le membre fondateur. Ce sont eux qui payent tout ce qu'il y a comme frais sur le plan administratif. Et après, il y a les dons, les legs, il y a les subventions de l'État que l'État ne respecte pas, parce que l'État, en réalité, doit soutenir le parti politique au regard et de la loi et surtout de l'esprit de la Constitution. Pour ne pas faire des partis politiques des quémandeurs à tout bout de champ, alors. Alors, la crainte, c'est que lorsqu'on cherche à avoir les partenaires, très souvent, on retombe ou on tombe entre les mains de ceux qui ont assumé de fonctions. Vous créez un jeune parti avec un sang nouveau, mais vous êtes astreint, ou vous êtes condamné à être derrière ces personnes qui ont déjà, qui sont mal cotées au niveau de l'opinion. Eh bien, ça crée un blocage. Vous n'êtes derrière personne, c'est ça? Non, nous ne pouvons pas être derrière quelqu'un, parce que nous sommes là justement pour amener les changements tant souhaités par la population. Et nous avons une approche radicale, parce que nous sommes des révolutionnaires, et donc il nous est difficile d'être derrière quelqu'un. On peut être en alliance circonstancielle avec des partis politiques, mais qu'à cela ne tienne, nous restons autonomes. Alors, la problématique maintenant de la mobilisation de fonds, oui. Je crois que nous devons essayer de réfléchir là-dessus, parce qu'il y a des jeunes ambitieux, des jeunes qui veulent amener un sang nouveau
une dynamique ou un dynamisme en politique, eh bien, nous avons créé un mécanisme qui va être lancé très bientôt, le GoFundMe. C'est-à-dire quoi? Nous voulons dire à tous ceux qui prétendent nous soutenir d'agir directement. C'est-à-dire qu'on crée un mécanisme pour mobiliser les fonds au niveau tant national qu'international. Parce que vous êtes soutenu à l'étranger déjà. Non, mais bien évidemment, quoi de plus normal? Lorsque vous êtes soutenu par le Congolais, c'est une bonne chose. Vaut mieux être soutenu par le Congolais qu'être soutenu par le Rwanda. Ou être soutenu par les prédateurs. Et pourquoi ils vous soutiennent, ces gens de la diaspora? Non, mais c'est justement parce qu'ils considèrent que nous sommes porteurs de la même vision. Voyez-vous? Ce sont des gens qui ont une certaine vision sur l'État et ils voudraient nous accompagner. Et d'ailleurs, vous serez surpris de voir que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont soutenus, que ce soit par la diaspora, que l'élite intellectuelle et économique du pays, qui veulent effectivement nous soutenir. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? L'organisation. Voyez-vous? C'est comme ça que nous mettons l'accent d'abord sur l'organisation. Et cela va nous permettre de fédérer les énergies parce qu'ils ont plus à gagner en nous soutenant. Parce que là, on aura une autonomie financière. Et deuxièmement, on sera libre de ne pas aliéner notre liberté auprès de ceux qui ont géré. Si vous allez dans l'opinion, si vous dites que vous êtes dans l'opposition, le premier réflexe, on vous pose la question, si vous êtes dans l'opposition, donc vous êtes derrière Martin Fayulu. Ou sinon, vous êtes derrière Kabila. Non, on n'est pas obligé d'être derrière ceux-là. Nous avons besoin d'être derrière le peuple. Le peuple doit être non seulement devant, mais aussi derrière pour nous protéger. Et le fait seulement que nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance, si nous sommes soutenus par la population, nous serons en mesure de changer les choses. Mais si nous sommes soutenus par ces prédateurs, ces caïmans, vampires, vautours, qui sont au pouvoir ou qui étaient hier dans le pouvoir, au pouvoir, eh bien, ça va risquer de poser beaucoup de problèmes. Dernière question, Alain Bolo-Djoa. Vous avez évoqué tout à l'heure ici la question des autorités morales. Il y en a plusieurs. Quand on a été ministre, au lendemain, on devient autorité morale. Je ne sais pas, sur le plan théorique en politique, d'où est-ce que ce nom-là vient. Qu'est-ce que vous reprochez aux partis politiques? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau qui ne sera pas conforme à ce que font déjà les grands ou les anciens partis politiques? Bon, je crois qu'il y a un grand problème. J'étais membre de 2 partis avant que nous décidions de créer le parti aujourd'hui. C'est que moi j'ai constaté. Déjà, ces vocables d'autorité dite morale n'a pas de sens en démocratie. Ce sont des autorités dites morales. En quoi sont-ils moralement corrects? Comment peut-on le considérer comme des autorités morales? Pourquoi devons-nous avoir des autorités morales? Qui a inventé ça d'abord? Non, mais ça doit être le fantasme de de l'ancienne génération. Voyez-vous, nous pensons qu'on ne peut pas avoir une autorité morale. L'autorité morale doit être l'esprit du parti. Ce sont les institutions. Et donc, nous sommes contre ces partis qui sont là, justement parce que ces partis, dans la plupart des cas, sont créés à l'image des leaders. C'est ce que nous n'avons pas voulu. Alain Bolo-Djoa, sur l'enveloppe globale que nous avons pu mobiliser, je n'ai pas apporté plus d'argent que les autres. C'était déjà une stratégie. C'est-à-dire que nous décidons, pour être membre fondateur, il faut verser minimum $1000. Tout le monde a donné le même montant. Ce qui veut dire que le parti n'appartient à personne. Pour être président, il faut être élu. Il faut délimiter les mandats. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité d'avoir des gens qui n'ont pas assumé de fonctions au départ, mais qui peuvent aussi prétendre assumer des fonctions, ou être président national ou secrétaire général. Ce qui veut dire que déjà sur le plan de gestion des ambitions individuelles, nous sommes différents. Par rapport à la perception, nous ne créons pas nos partis comme des boutiques. Nous ne venons pas justement pour avoir des positionnements, permettre à ce que nous puissions nous engraisser. Nous voulons amener le changement. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que notre parti soit une création de la population. Il y a beaucoup de sollicitations. Des gens qui étaient hier au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui prétendent avoir l'ambition d'être candidats demain. Mais ce qui importe, c'est que pour nous, nous ne viendrons pas soutenir les individus, mais le programme de gouvernance. Et nous, déjà au départ, nous ne sommes pas preneurs de ces mauvaises élections qui sont en train d'être, je dirais, boutiquées par le régime en place
et ses colistiers qui sont dans l'opposition, nous sommes dans l'idée de la révolution. Bref, l'article 64. John Omombo, on parle maintenant de la question des élections générales, tout le processus avant, pendant, même la période post-électorale. Vous êtes un jeune parti politique, 4 années seulement, qui maintenant sous le feu des projecteurs depuis votre dernière sortie médiatique. Vous n'êtes, si pas le seul, l'un des rares partis politiques à avoir décrié une chose, le lancement par la CENI de la cartographie, avant même qu'on ait un fichier électoral. J'ai parlé des jeunes partis politiques, on en a des plus grands. Personne jusque-là n'avait osé mettre ça sur la place publique. Alors, comment est parti ce constat d'abord de cette cartographie et qu'est-ce que la CENI vous a dit par la suite? Je vous ai dit ici que, comme mon co-débatteur l'a dit, ce qui fait la différence entre ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après nous ou ceux de notre génération, c'est dans l'approche. C'est notre approche qui fait la différence. Il vous a expliqué, je vous ai dit précédemment, comment nous pouvons faire de l'argent dans ce pays et faire fonctionner un parti politique. Un candidat peut trouver l'argent des Congolais. Les Congolais peuvent s'écotiser de l'argent. S'ils veulent un changement, ils peuvent s'organiser, trouver de l'argent, mettre de l'argent qu'il faut pour soutenir un candidat. Ils peuvent battre campagne, non pas avec l'argent de l'étranger ou avec l'argent du trésor ceux public, qui sont l'argent de l'État, mais avec l'argent, la contribution des Congolais, nous sommes nombreux. Le potentiel humain, c'est déjà une richesse pour un pays. Et donc, nous devons compter sur les Congolais parce qu'ils veulent le changement. Évidemment, c'est cette approche qui a fait de nous, aujourd'hui, sous les projecteurs des médias même du monde, il y a les médias étrangers qui nous ont posé cette question. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné que vous êtes jeune parti politique, s'attaquer à la CENI, ça ne va pas faire long feu, ça ne va pas faire un effet boule de neige, ça ne va pas être relayé. Bon, peut-être décrier l'opération de la cartographie notamment. Nous sommes partenaires de la CENI, on ne peut pas s'attaquer à la CENI. Un parti consciencieux ne peut pas s'attaquer à l'organisation qui gère les élections, l'OGE. Ça veut dire que vous avez totalement confiance en la CENI, c'est ça, autrement? Non, nous voulons que les règles des jeux soient claires et soient respectées. Nous voulons aider aussi la CENI. Notre démarche est une démarche républicaine. Mais je reviens à notre stratégie justement, parce qu'on est habitué à avoir des partis qui font la conférence de presse, on vous dit voilà, nous sommes tel parti, telle idéologie. Toutes les considérations théoriques, on les connaît. La social-démocratie, c'est presque tout le monde ici au Congo, tout ça, tous les grands partis politiques, on connaît. Mais dans l'approche, en réalité, ce sont des capitalistes. Et nous avions pensé qu'après 4 ans d'existence et 3 ans de reconnaissance légale, il était important pour nous, comme parti politique, de faire notre sortie, une grande sortie par une conférence de presse qui nous a permis de poser sur la table une réflexion de fond. Parce que nous voulons conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir, ou je dirais tout débat démocratique, conduit nécessairement aux élections, à la question électorale. Et donc, il faut discuter de cette question électorale, il faut veiller sur cette question électorale, parce que nous avons besoin d'avoir droit au chapitre, de présenter notre programme, comme l'a dit Alain Bolodjoa tout à l'heure, et de défendre notre programme, d'avoir droit au chapitre, maintenant d'avoir la décision pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous n'allons pas rester seulement dans la théorie, rester dans les campagnes comme une agence de communication, commencer toujours à faire des campagnes. Et donc, la réflexion que nous avons lancée sur le processus électoral, nous avons attiré l'attention de la commission électorale, qui est l'organe chargé de gérer les élections. Votre partenaire? C'est notre partenaire. Nous sommes partie prenante au processus électoral. Et donc, nous devons veiller à ce que les règles des jeux soient respectées. Au regard de l'article 211 de la Constitution, c'est à la CENI que revient la responsabilité d'assurer la régularité de tout processus électoral et référendaire. Mais lorsque nous avons regardé la gouvernance électorale actuelle, il y a beaucoup de problèmes. C'est comme ça que nous avons, d'abord, nous avons trouvé que la loi qui désigne la CENI est une loi inconstitutionnelle. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, son article 24 bis, viole intentionnellement l'article 1er de la Constitution, alinéa 1er, qui consacre la laïcité de l'État congolais. Parce que cet article 24 de la loi organique dit que le président de la CENI est désigné par la société civile, virgule, confession religieuse. Et cette disposition sélective viole aussi les dispositions de l'article 13 de la Constitution. Parce que cet article 13 de la Constitution dit qu'aucun Congolais
ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour ce qui est de l'accès aux fonctions publiques ou en toute autre matière. Il y a l'article 12 de la Constitution qui dit que nous sommes tous égaux. Donc nous devons, cet article insiste sur l'égalité de tous les Congolais. Donc nous avons constaté qu'il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle. Vous l'avez saisi? J'ai dit il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de revoir son arrêt qui déclare, conforme à la Constitution, cette loi inconstitutionnelle de la CENI. C'est une loi organique qui est inconstitutionnelle. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, nous avons trouvé qu'il n'y a pas consensus. Le consensus et la confiance sont deux éléments fondamentaux dans la gouvernance électorale crédible. Il n'y a pas consensus dans ce processus électoral. Je suis désolé. Quand vous regardez la manière dont on a élaboré toute la loi, tout le cadre juridique relatif au processus électoral, il n'y a pas eu consensus. Le processus de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour, de la CENI elle-même, il n'y a pas eu consensus. Ce qui fait qu'il y a crise de confiance, il y a absence cruelle de confiance des parties prenantes vis-à-vis de la commission électorale. La preuve, le 16 juillet, nous étions invités au cadre des concertations, le premier de la CENI Kadima, au Palais du Peuple. On s'est retrouvés dans une rencontre où il y a eu beaucoup d'acteurs clés qui n'étaient pas là. Parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance en cette CENI. Et nous avons recommandé à la commission électorale de rechercher la confiance, de rechercher le consensus. Ça veut dire quoi autrement? Vous demandez à la CENI de revenir Parce encore en arrière ou peut-être non, pas revenir en arrière. Que le politique, le pouvoir en place entame un dialogue. La CENI peut rechercher... Pour aboutir à ce consensus. Je vais arriver à la proposition du dialogue que nous avons proposé, que nous avons faite. Je crois que même Alain Bolodjoa pourrait nous rejoindre dans cette position. Nullement. Parce qu'au regard de la... c'est votre point de vue, je le respecte. Au regard des problèmes que nous voyons, nous avons dit à la CENI il faut éviter des élections dont les résultats peuvent connaître des contestations majeures, des contestations violentes. Il faut qu'on évite de faire de l'Afrique une zone du chaos chronique après les élections. Il faut qu'on ait des élections apaisées. Il faut qu'il y ait un climat post-électoral qui soit apaisé. Je vais terminer. Oui, terminer par là. Voilà. Oui. Vous avez rappelé la dénonciation que nous avons faite sur la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales. La CENI nous a donné raison, même si son communiqué me paraît peu conciliant, peu sympathique, un langage inapproprié. J'ai eu l'impression, quand j'ai lu le communiqué de la CENI, comme si c'était élaboré par des militants d'un parti politique, un communiqué plein de fautes. Apparemment, c'était fait avec un peu d'émotion. Mais notre démarche, c'est d'aider la CENI, parce que j'ai vu quand même les innovations que le président Kadima nous a présentées. Mais quelles que soient ces innovations, il y a des sérieux problèmes. Merci. Merci, monsieur Omombo. Même question à vous. Je n'ai pas le temps. Vous aurez le temps de Vous ne savez pas partager le temps. Vous aurez je le temps de conclure. ne suis pas d'accord avec vous, sincèrement. Excusez-moi, vous aurez le temps de conclure. Et je vous rajouterai le temps qui manque. Non, parce que vous avez posé une question, je ne vous ai pas dit ce qui s'est passé. Justement, la question fondamentale de la dénonciation que nous avons faite. C'est le temps, c'est le temps qui nous est imparti. Vous allez voir le temps que vous avez mal réparti le temps. Je reviendrai vers vous pour que vous complétiez ce qui manque justement. Merci. La CENI, votre partenaire Alain Bolodjoa, rapidement. Bon, moi je crois que c'est déjà ça le piège. Lorsqu'on est en politique, il ne faut pas seulement avoir une approche normative, il faut aussi avoir une approche positive. Ne restez pas seulement dans la loi, il faut aussi scruter ce qui s'est fait. Et nous nous posons de mauvaises questions. Pourquoi? Parce que d'aucuns pensent que la meilleure manière de faire, c'est d'aller aux élections. C'est vrai, les élections sont le seul mode de dévolution du pouvoir consacré par la Constitution. Mais les élections ont une finalité, celle de mettre fin à la crise de légitimité. C'est ça la finalité. S'il y a une crise de légitimité, justement. Non, mais la crise de légitimité est liée à la fonction que l'on assume. Et le mécanisme d'y mettre fin, c'est ce qui a conduit à l'adoption ou à l'acceptation des élections. C'est-à-dire les élections ont pour finalité
de mettre fin à la crise de légitimité, soit en amont, soit en aval. Ce qui fait que l'électorat doit être convoqué 3 mois avant la fin du mandat, justement pour ne plus retomber. Mais là, nous sommes dans une crise de légitimité qui ne dit son nom. Vous avez des institutions qui ont été cooptées, dont les animateurs ont été cooptés par la seule volonté de M. Kabila. Voyez-vous, M. Félix Tshisekedi, en tant qu'invention politique de M. Kabila, ne peut pas organiser de bonnes élections. Son souci, c'est quoi? C'est de se maintenir au pouvoir en utilisant les instruments de l'État. Et là, je pense qu'aller dans ce sens, c'est faire l'élite pour M. Félix Tshisekedi. Vous pensez que le dialogue n'a pas lieu d'être, en tout cas? Non, mais on peut dialoguer. Oui. Sur fond de la Constitution. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui se comportent en délinquants. Voyez-vous? Nous avons organisé les élections en 2018. La population a choisi ses dirigeants, les députés, tant nationaux que provinciaux, et un président de la République. M. Kabila s'est décidé de manière unilatérale de faire de M. Félix Tshisekedi président de la République. Et fort malheureusement, les deux corps étant déjà plantés, M. Félix Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir en violation de la volonté du souverain qui est le peuple. Tous les deux corps étant plantés, il maîtrise la Cour constitutionnelle, il maîtrise la CENI. M. Denis Kadima est là, justement, comme un automate, faire la volonté de M. Félix Tshisekedi. Et vous pensez que vous mettre autour d'une table, lui qui a déjà la maîtrise de la loi, la maîtrise du système électoral, ça, c'est l'accompagner. Et moi, je pense qu'on doit éviter ça. 30 secondes, alors je reviens vers vous, juste pour créer un équilibre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Non, il n'y a pas eu équilibre, vous allez le voir, et je crois que vous serez juste prochainement, si vous m'invitez, ayez quand même votre chrono. Je vais dire ceci, nous avons demandé à la CENI d'annuler les données cartographiques qu'elle a validées dans la précipitation. Parce que cette opération préélectorale a été mal hiérarchisée, elle viole l'article 47 bis de la loi électorale. Il faut commencer par l'enrôlement des électeurs avant de faire la cartographie électorale. J'ai lu le communiqué contradictoire. Voilà. J'ai lu le communiqué contradictoire de la CENI sur un ton vraiment un peu, excusez-moi le terme, un peu arrogant. Mais nous nous appuyons sur les propos du président de la CENI qui nous a dit le 16 juillet au Palais du Peuple que la cartographie électorale a atteint sa phase ultime et que nous avons tenu, ça ce sont ses propres propos, nous avons tenu compte des distances qui séparent les électeurs des bureaux de vote. Je souligne que là, il est au cœur de l'article 47 bis, il ne s'agit pas de la cartographie des centres d'inscription. Et donc, la thèse de ceux qui pensent que la CENI préparerait une fraude à grande échelle semble se confirmer. Mais il y a encore un problème. J'ai lu dans le communiqué... Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, j'ai lu dans le communiqué de la CENI qui date du 1er septembre que le contrat avec l'entreprise sud-coréenne a été signé le 17 juillet, alors que je note que la décision d'attribution de ce marché a été signée par le président de la CENI le 25 juillet. Nous allons encore une fois écrire à la CENI, parce que j'ai écrit à la CENI depuis le 27 juillet, la CENI n'a jamais répondu un mois après. Merci John Omombo, grand partenaire de la CENI. Non, pas grand partenaire, toutes les parties prenantes, c'est ça, ils sont partenaires de la CENI. Merci. Mais quand la CENI se met comme un militant... Merci, je vous remercie vous deux d'avoir accepté mon invitation pour parler des jeunes partis politiques, de l'offre que vous apprêtez pour la classe nationale, de à quoi justement nous devons nous attendre dans ce que vous allez faire demain. J'espère qu'on aura un autre numéro pour essayer d'approfondir encore la thématique. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. On se retrouve au prochain, en tout cas.